Bonjour chers amis, c'est Hervé Chesville à l'antenne. Je suis heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. Dans mes émissions, je m'en prends souvent, vous l'aurez sans doute remarqué, aux autocrates africains qui s'accrochent au pouvoir des décennies durant et qui, à cette fin, modifient régulièrement les constitutions et parfois même tentent de promouvoir leur fils pour une éventuelle succession. Malheureusement, ce mal est loin d'être uniquement africain. En Europe, nous avons Poutine en Russie et son homme lige, Loukachenko, en Biélorussie. Et bien sûr, Ilham Aliyev en Azerbaïdjan. Si toutefois l'on considère que l'Azerbaïdjan est un État européen, ce qui est loin d'être vrai du point de vue purement géographique. Ilham Aliyev n'a rien à envier au pire potentat africain. Extrêmement corrompu, enrichi grâce à la manne pétrolière et gazière de la mer Caspienne, il est arrivé au pouvoir à la mort de son père, le premier président de l'Azerbaïdjan indépendant, à l'éclatement de l'Union soviétique. Depuis, il a verrouillé son emprise sur le pouvoir en nommant son épouse vice-présidente. Mais surtout, il a lancé son armée dans une aventure guerrière insensée contre l'Arménie et l'Artsakh, c'est-à-dire le Haut-Karabakh. Grâce au soutien de la Turquie et aux revenus générés par la vente de gaz et d'hydrocarbures, en particulier à l'Europe, ce qui lui a permis d'acheter de l'armement moderne, une chose que l'Arménie n'avait pas les moyens de faire. Toujours aux confins de l'Europe, la Turquie, que je viens d'évoquer, est encore une démocratie multipartite, même si elle est dirigée par un autocrate néo-ottoman qui tente de ressusciter la grandeur largement mythique de l'ancien empire ottoman. Cette démocratie turque est encore bien vivante, malgré la dérive autoritaire et islamo-conservatrice du régime de Recep Tayyip Erdogan, au pouvoir depuis 20 ans. On en a eu la preuve dimanche 14 mai, puisque, en obtenant 49,5% des suffrages, le candidat Erdogan n'est pas parvenu à se faire réélire au premier tour de l'élection présidentielle, chose qui eût été inconcevable en Russie, en Azerbaïdjan ou dans nombre de pays d'Afrique. Cependant, l'issue du second tour, qui doit se tenir dimanche 28 mai, semble jouer d'avance. Le troisième homme du premier tour, le candidat ultranationaliste Sinan Oğan, a annoncé lundi qu'il se ralliait au président sortant. Il avait obtenu 5,2% des voix au premier tour. L'espoir suscité par l'union de l'opposition autour du candidat social-démocrate Kemal Kılıçdaroğlu, qui a obtenu 44,9% des voix au premier tour, aura donc été, hélas, sans lendemain. Dimanche, Recep Tayyip Erdogan sera vraisemblablement reconduit dans ses fonctions, alors que son parti islamo-conservateur a déjà remporté les élections législatives qui avaient lieu le même jour que le premier tour des présidentielles. Au-delà de l'Afrique et des confins européens, je voudrais aujourd'hui évoquer la vague autoritaire qui, depuis 2014, a submergé une grande partie de l'Asie du Sud-Est, notamment dans les pays qui suscitaient les plus grands espoirs de libéralisation. Après des années de dictature, c'est comme une parenthèse démocratique qui s'est refermée. Comme en Afrique,
les putschs militaires y ont fait un retour fracassant. Commençons par la Thaïlande, un pays aussi vaste que la France et que je connais très bien, où j'ai vécu et travaillé et dont je parle la langue. Depuis sa révolution démocratique de 1932, qui mit fin à la monarchie absolue, l'armée pèse de tout son poids sur la vie politique du pays. La Thaïlande a connu 19 coups d'État militaires, dont 12 réussis depuis 1932, le dernier en date ayant eu lieu le 22 mai 2014. Depuis 9 ans, la vie politique thaïlandaise a été entravée par une nouvelle junte dirigée par l'ancien généralissime Prayut Chan-o-cha, qui, en 2017, a modifié la Constitution à son avantage. Selon le nouveau système mis en place par la junte, le Premier ministre doit être choisi à la fois par les 500 députés élus de l'Assemblée nationale et par les 250 membres du Sénat nommés par le roi sur la recommandation de l'armée. Le même jour que la Turquie, le 14 mai, la Thaïlande a elle aussi connu des élections générales. Le défi pour les partis d'opposition était de taille, car le gouvernement sortant du Premier ministre Prayut Chan-o-cha bénéficiait d'une constitution taillée sur mesure, nous l'avons vu. Malgré la baisse de popularité de son parti et celle de ses alliés de deux autres partis, le système politique lui permettait en effet de se maintenir au pouvoir avec un minimum de 126 sièges à la Chambre grâce au soutien des membres nommés du Sénat. S'il voulait contourner le vote des sénateurs fidèles au pouvoir sortant et faire nommer un Premier ministre issu de leur rang, les partis de l'opposition devaient donc obtenir au moins 376 députés, un total jugé très difficile à atteindre. Ce défi, l'opposition thaïlandaise semble être presque parvenue à le remporter. Cette opposition, elle est principalement menée par deux partis. Le Pheu Thai de Paetongtarn Shinawat et le parti Aller de l'Avant de Phit Limtharirat, ce parti a succédé au parti du Nouvel Avenir qui avait été dissous en 2020 par la junte militaire. Le scrutin s'est révélé être une sévère défaite pour les militaires, l'opposition arrivant largement en tête. Le parti Aller de l'Avant a créé en particulier la surprise en surpassant le Pheu Thai. L'opposition au gouvernement mené par les militaires remporte une importante victoire. Aller de l'Avant et Pheu Thai arrivent largement en tête. La dirigeante du Pheu Thai a félicité le parti Aller de l'Avant le soir même du scrutin, avant d'annoncer être prêt à travailler ensemble en soutenant la candidature au poste de Premier ministre de son dirigeant, Phit Limtharirat. S'ils remportent à eux deux un peu moins de 300 sièges, la majorité élargie de 376 sièges nécessaires pour passer outre le Sénat leur échappe, hélas. Mais ils pourraient trouver un allié dans le parti de la fierté thaï. En effet, l'effondrement des partis soutenant ouvertement les militaires semble avoir profité à ce parti de la fierté thaï du ministre de la Santé, Anutin Chanvirakul, dont la notoriété s'est fortement accrue depuis la pandémie de Covid-19 et, il faut le dire, la légalisation du cannabis à usage médical. Avec plus de 70 sièges, son parti, jugé modéré, se retrouve ainsi en position de faiseur de roi. Son appui pourrait permettre à l'opposition de former le nouveau gouvernement. Les tractations se poursuivent.
Marqué par un record de participation avec 75,22% des 52 millions d'électeurs, le scrutin est manifestement un camouflet pour le gouvernement sortant. Le parti de la nation thaïlandaise unie, mené par le Premier ministre sortant et ancien putschiste Prayut Chan-o-cha, termine en 5e position avec 36 élus seulement. Le raz-de-marée de l'opposition a surpris tout le monde. L'excellent score du parti allait de l'avant, jusqu'ici considéré comme étant le parti de la jeunesse, qui obtient le plus grand nombre de sièges au Parlement ainsi que la totalité des sièges de la capitale, Bangkok, marque un tournant majeur de la vie politique du pays, après 9 années passées au pouvoir par les militaires et leurs alliés politiques. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour le peuple thaïlandais, a promis au lendemain des élections le leader du parti, Pit Limcharoenrat, à une foule délirante d'enthousiasme. Diplômé de Harvard, ce cadre de 42 ans incarne un défi de taille lancé aux dinosaures de la politique thaïlandaise. Depuis l'annonce des résultats, les tractations se poursuivent entre les partis arrivés en tête. Parviendront-ils à s'accorder sur le nom du futur Premier ministre et à former un gouvernement qui obtienne la majorité élargie de 376 sièges nécessaires pour passer outre à l'obstruction des sénateurs pro-militaires? Au vu du désaveu infligé au gouvernement sortant et à son chef, l'ancien putschiste Prayut Chan-o-cha, c'est ce que la majorité des Thaïlandais semble espérer. À l'ouest de la Thaïlande, la Birmanie connaît, elle aussi, une constitution qui assure aux militaires le dernier mot sur les affaires du pays. Ce qui n'a pas suffi à l'armée, puisque cela ne l'a pas empêché de faire un nouveau coup d'État en 2021, après une victoire électorale éclatante de la Ligue nationale pour la démocratie d'Aung San Suu Kyi. L'armée a ainsi refermé une parenthèse plus ou moins démocratique d'une décennie. Le 1er février 2021, moins de 3 mois après les élections de novembre 2020, Aung San Suu Kyi a été arrêtée par l'armée qui déclara l'état d'urgence pour 1 an. Plusieurs hauts responsables de la Ligue nationale pour la démocratie ont également été emprisonnés. Les militaires ont nommé le général Mint Swe président par intérim. La communauté internationale ne reconnaît pas la junte militaire au pouvoir en Birmanie. Depuis cette reprise en main par l'armée, le pays est plongé dans le chaos de la guerre civile et de la plus brutale répression de la dissidence. Le 28 mars dernier, le parti de la Dame de Rangoon a été dissous. Après avoir promis un scrutin national pour août 2022, l'armée a mis en avant des raisons sécuritaires et logistiques pour retarder l'échéance à la fin de 2023 au mieux. L'intensification du conflit armé à la suite du coup d'État de 2021 a aggravé la situation économique et sociale du pays. Les combats ont provoqué le déplacement interne de centaines de milliers de personnes, avec des conséquences directes sur l'approvisionnement en nourriture et, singulièrement, sur la nutrition des enfants. Avant le coup d'État, 2,8 millions de personnes souffraient de carences alimentaires et plus de la moitié de la population ne pouvait disposer d'un régime alimentaire adéquat. Désormais, on estime qu'entre 1,5 million et 3,4 millions de personnes de plus auraient basculé dans une situation d'insécurité alimentaire. Le taux de pauvreté serait passé, selon des projections, de 30% en 2020 à 60% en 2022. Le régime militaire, sanctionné par les États-Unis et l'Union européenne, s'est tourné en 2022 vers la Russie pour s'approvisionner en armes et en pétrole. Un accord de coopération dans le nucléaire civil a aussi été signé. Le régime souhaite aussi que les investissements de compagnies russes compensent
le départ des entreprises occidentales dans l'exploration pétrolière et la chimie. Les sanctions économiques contre le régime birman sont loin d'avoir eu l'impact escompté, car deux importants pays frontaliers de la Birmanie ont, de leur côté, intensifié leurs échanges et leurs investissements dans le pays, la Chine et la Thaïlande. La Birmanie vend gaz, électricité, bois et minerais à la Chine, la Thaïlande et à la Corée du Sud, entre autres. La Chine, la Thaïlande et d'autres puissances asiatiques concurrentes y ont investi en masse pour exploiter ces ressources. Pétrole, gaz, bois, minerais, pierres précieuses et hydroélectricité. Si les investissements étrangers, plusieurs milliards d'euros par an, ont amoindri l'impact des sanctions économiques, ils ont aussi attisé les tensions dans les régions périphériques où vivent les groupes ethniques non birmans, car ces régions sont aussi celles qui ont les plus abondantes ressources naturelles dans leur sous-sol. De vastes projets d'infrastructures y ont été lancés, tandis que la population parvient tout juste à survivre. Pour écraser la résistance ethnique, l'armée a déplacé la population de milliers de villages, surtout là où se trouvent des ressources. Il suffit de regarder une carte pour comprendre l'intérêt de la Birmanie pour la Chine. Un oléoduc et gazoduc de 770 km de long a d'ailleurs été construit pour relier Kunming, la capitale du Yunnan, au port birman de Kyaukphyu, sur l'océan Indien, traversant ainsi toute la Birmanie. Une partie des énormes importations d'hydrocarbures chinoises passe désormais par l'oléoduc, ce qui permet à la Chine de considérablement réduire le trajet entre les pays du Golfe Persique et ceux d'Afrique, d'où la majorité des importations chinoises proviennent. Et surtout, la Chine peut ainsi éviter le grand détour par le détroit de Malacca, un détroit qui pourrait être facilement bloqué en cas de conflit avec les États-Unis. Le gaz extrait au large des côtes birmanes, non loin de ce port de Kyaukphyu, est également expédié vers le Yunnan par le gazoduc. Enfin, n'oublions pas que la Birmanie demeure l'un des principaux producteurs de pavot. Au rebond de la culture du pavot constaté depuis le coup d'État de février 2021 s'ajoute la prolifération des laboratoires de drogues synthétiques dans le pays. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, 790 tonnes auraient été produites en 2022, soit près du double de la production de l'année précédente. Les surfaces exploitées pour la culture du pavot ont, quant à elles, augmenté de 33%. Les militaires au pouvoir ont souvent été accusés d'avoir partie liée avec les producteurs et les trafiquants de drogue. Le régime birman peut donc être considéré comme l'un des pires régimes de la planète. Il coche en effet toutes les cases de la malfaisance. Il s'agit d'un régime corrompu et oppresseur qui a réprimé et qui continue à réprimer toute velléité d'opposition par la force et dans la violence, n'hésitant pas à faire pendre des opposants. Il s'agit aussi d'un régime coupable d'écocide et peut-être même de génocide dans les régions périphériques, là où se trouvent les richesses naturelles et les minorités ethniques. À l'est de la Thaïlande, le Cambodge connaît une sorte de coup d'État interne permanent avec l'étouffement périodique de l'opposition. Au pouvoir depuis 38 ans, le Premier ministre cambodgien Hun Sen va pouvoir se présenter une nouvelle fois aux élections législatives le 23 juillet prochain, sans aucun adversaire de poids. Un tribunal de Phnom Penh, non indépendant de l'exécutif, a en effet condamné à 27 ans de prison Kem Sokha, le principal opposant au régime autoritaire. Kem Sokha était l'un des rares opposants à n'avoir pas pris ces dernières années le chemin de l'exil.
Il avait été arrêté en pleine nuit, en septembre 2017, lorsque sa formation politique, le Cambodia National Rescue Party, était apparu en mesure de menacer le tout-puissant Parti du peuple cambodgien de Hun Sen aux législatives de 2018. Dans la foulée, le pouvoir avait dissous ce parti d'opposition et le Parti du peuple cambodgien avait gagné la totalité des 125 sièges au Parlement. Le pire au Cambodge est que le Premier ministre Hun Sen, 71 ans, est en train de préparer son fils, Hun Manet, à lui succéder. Un scénario qui n'est pas sans rappeler ce qui se passe dans certains pays d'Afrique. Rappelons que Hun Sen est un ancien militaire Khmer rouge ayant fait défection à temps pour rallier le Vietnam juste avant l'invasion du Cambodge par ce pays en 1979. C'est en 1985, il y a 38 ans donc, qu'il devint Premier ministre pour la première fois, sous le régime fantoche imposé par l'occupant vietnamien. Quant au Laos et au Vietnam, ils sont toujours soumis au règne du parti unique, communiste en l'occurrence, et ce, depuis 1975. Le Laos subit le même sort que la Birmanie, ses ressources naturelles sont exploitées de manière éhontée par de grandes entreprises chinoises, la nature est dévastée et des populations, souvent des minorités ethniques, sont déplacées sans vergogne pour faire place nette pour le lancement d'énormes projets, barrages et autres. Au Laos et au Vietnam, il ne saurait être question d'opposition, il n'est pas non plus question de démocratie ou de droits de l'homme. Rappelons qu'un défenseur de l'écologie laotien a disparu sans laisser de traces depuis une dizaine d'années, probablement éliminé par le régime en place à Vientiane. Pour achever sur une note d'espoir cette chronique sur la démocratie, ou surtout sur l'absence de démocratie en Asie, je voudrais évoquer d'autres élections dont nos grands médias n'ont absolument pas parlé. Celles qui se sont déroulées dimanche dernier, le 21 mai, au Timor oriental. Cette moitié d'île et ancienne colonie portugaise, parvenue à se débarrasser en 1999 de l'occupation indonésienne qui avait duré un quart de siècle et avait décimé sa population. Le parti au pouvoir dans ce pays a été battu, et c'est le parti d'opposition qui a remporté 31 des 65 sièges que compte le Parlement. Pour gouverner, il lui faudra donc former une coalition avec un autre parti, puisqu'il lui manque 2 sièges pour avoir la majorité absolue. Le nouveau chef du gouvernement sera sans aucun doute Xanana Gusmao, 76 ans, vétéran de la lutte de libération nationale et premier président du pays de 2002 à 2007. Notons que 17 partis avaient participé à ces élections. Timor-Leste, comme cette nation est connue en portugais, est un tout petit pays. 15 410 km² pour 1 400 000 d'habitants. Et il est indépendant depuis 2002 seulement. L'alternance politique que va connaître ce petit territoire, dans le contexte d'une réelle démocratie multipartite, est une nouvelle rafraîchissante, surtout après avoir évoqué des situations aussi désespérantes que celles de la Birmanie, du Cambodge, du Laos et du Vietnam. Dans cette partie du monde, l'espérance semble donc venir du petit Timor oriental, mais aussi, on l'a vu, probablement de Thaïlande et surtout de Taïwan, le pays le plus libre et le plus démocratique d'Asie que Pékin semble déterminé à faire disparaître. Je ne saurais pas terminer cette émission sans saluer l'escale faite par Emmanuel Macron en Mongolie, à son retour d'Hiroshima. En effet, la Mongolie, coincée, cet immense pays peu peuplé, coincé entre la Sibérie, c'est-à-dire la Russie, et la puissante Chine,
est une démocratie, il faut le souligner, et une démocratie qui cherche à diversifier ses relations, cherchant à sortir du dialogue exclusif ou du trilogue exclusif avec ses puissants voisins. Donc la première visite d'un chef d'État français dans ce pays est à souligner et à saluer. C'est sur ces paroles que je vais vous laisser pour aujourd'hui, en vous souhaitant une bonne fin de semaine et en vous disant à la semaine prochaine. Au revoir.